Hello, allez, aujourd'hui je me lance dans un point lecture sur mes lectures de la rentrée littéraire 2025, donc la rentrée d'hiver. J'ai lu plein de livres, j'en ai déjà lu une dizaine, et aujourd'hui je vais vous en parler de 4, donc ça veut dire qu'il y aura une partie 2, peut-être potentiellement une partie 3, sinon les deux derniers je les mettrai dans un point lecture plus classique et plus global. Voilà. Et j'ai envie de démarrer par un livre qui a été un coup de cœur incroyable. Il s'agit des Bouchères. Allez, on y va. Alors, les Bouchères, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de 3 jeunes femmes. La première, c'est Stacy, qui est en formation dans une école de boucherie. Et elle rencontre Anne, qui est dans la même école, dans la même formation de bouchère. Et elle décide de reprendre l'affaire familiale d'Anne, qui est donc une boucherie. Il faut savoir qu'Anne est quand même une jeune femme résolue, sûre d'elle, qui a vraiment envie de reprendre cette boucherie pour en faire un truc très original. Et puis elles sont rejointes un peu plus tard dans le roman par Michel, qui n'est pas bouchère mais qui va les aider. Et ça fait un trio soudé, un trio très très fort, et on se dit que ça pourrait être une histoire super banale. Sauf que pas du tout, ça va devenir beaucoup plus sombre que ce qu'on l'on peut croire. En effet, très vite, on se rend compte que les relations avec les hommes de ces jeunes femmes ne sont pas très simples. Stacy a des problèmes avec son petit ami. Euh, Anne, on sent que c'est compliqué aussi. Bref, il y a plein de mensonges et de situations qui commencent à s'installer. Et c'est à travers en fait ces situations un peu extrêmes que les bouchères vont profiter pour explorer leurs luttes intérieures. Et c'est aussi par ces luttes-là qu'elles vont pouvoir avoir une belle évolution, une prise de pouvoir sur leur propre vie à travers ces actes de rébellion. Alors, qui sont de la rébellion face à la violence qu'elles ont subie et qui se répercutent dans la violence qu'elles font. Mais ce roman, c'est aussi un roman d'atmosphère, une grande réflexion sur ce que c'est la féminité. Et puis, souvent, ça passe par le contrôle du corps, notamment quand la femme se réapproprie son corps. Donc là, on se retrouve face à des jeunes femmes qui veulent se reconstruire face à la violence de la société patriarcale. Je trouve que là où Sophie Demange brille particulièrement, c'est dans la construction de ses personnages féminins. Les 3 héroïnes qui sont au centre du récit, elles sont magnifiques. Je les ai adorées. Elles ont des passés chargés, elles sont, comment dire, bien construites. Elles incarnent à elles 3 la lutte contre le patriarcat. Alors, en un, il y a Stacy. Stacy, c'est une jeune femme qui a été battue, maltraitée dans le passé, et qui se retrouve maquée avec un homme violent. On voit comment dire, le cercle vicieux de ce type de relation. Et là, elle veut briser cette chaîne et elle veut réussir à dépasser ça et ne plus être cette victime qu'elle a été toute sa vie. Le personnage de Stacy est complexe, il oscille entre vulnérabilité et résilience. Moi, je l'ai trouvée très touchante. Elle veut contrôler son destin, euh, même si elle le fait par des moyens extrêmes, ça reste hyper fort. Après, il y a Anne. Alors Anne, c'est la plus âgée du groupe, je crois. Elle est déterminée, elle est pragmatique et en même temps, elle a une certaine sagesse. C'est la plus alignée du lot. C'est une sorte de mentor pour Stacy. C'est le pilier du trio. C'est aussi celle qui a le plus d'émotions. Elle a à la fois le calme, la résilience. Mais au fil du roman, elle va dévoiler une grande faille, une douleur secrète. Et c'est ça qui la rend encore plus touchante. C'est ça qui la rend encore plus belle. Elle représente ces femmes qui ont accepté un certain nombre de compromis, mais qui aujourd'hui n'acceptent plus ces compromis-là et sont prêtes à se révolter. Et Anne, elle est formidable. Puis enfin, il y a Michel qui arrive un petit peu plus tard dans le roman. Donc la troisième pièce du puzzle est un personnage un peu plus discret, mais très important aussi.
Son rôle est crucial dans l'affaire des mystères et son engagement dans la symbiose de ce trio. Elle a une symbolique très forte, c'est une femme féminine, sans faille. Elle semble plus pragmatique, mais elle a aussi ses propres douleurs. Et je trouve qu'elle arrive lentement dans le roman, mais elle devient une figure clé du livre. Et c'est elle, en fait, qui permet le processus de transformation de ces trois femmes. En fait, c'est l'arrivée de cette femme qui va tout faire basculer. Euh, donc voilà, ces trois femmes, c'est la démonstration d'une sororité puissante, marquée par l'entraide, le soutien mutuel, la compréhension profonde des souffrances, les défis que toutes les femmes traversent. Et cette sororité, elle est fragilisée par les secrets. Et en même temps, derrière cette tension, c'est aussi ce qui amène leur force. Et puis ça apporte un petit truc à l'intrigue. Voilà. Alors en thématique, on a bien sûr la violence patriarcale et la domination masculine. Ce roman dénonce à tout point de vue les violences faites aux femmes, que ce soit les violences physiques, psychologiques, institutionnelles. Stacy, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est l'un des personnages principaux est victime de violences conjugales, un thème récurrent dans le roman, mais l'autrice aborde aussi des formes plus subtiles de domination masculine qui imprègnent la vie quotidienne des femmes. Euh, ce n'est pas uniquement de la violence manifeste qui est exposée, mais aussi ces micro-agressions du quotidien, la façon dont les femmes sont réduites à des objets, à un rôle, la soignante, la mère, les belles figures, la prostituée, la femme enfant, voilà. Et on n'a que des personnages, mais jamais de femmes qui vivent pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Et donc la thématique 2, bien sûr, c'est la résilience, l'émancipation féminine. Euh, Au cœur de l'histoire se trouve le parcours de ces trois femmes qui, face à la violence et à l'oppression, cherchent des moyens pour s'émanciper et reprendre le contrôle de leur vie. Et, euh, et à travers cette image de la domination masculine qui nous est renvoyée, leur résilience est absolument extraordinaire et leur parcours leur permet une réappropriation du pouvoir, aussi bien sur leur corps que sur leur vie. Euh, Comment je pourrais dire? C'est aussi une revendication de la maîtrise de son corps et à travers le... En fait, les deux sont liés. À travers le corps, vous avez une volonté de maîtriser la vie. Bien sûr, ces trois femmes, c'est la sororité. Oui, parce qu'en même temps, tout ça, c'est de l'entraide. Elles sont solidaires, elles s'aiment, elles sont sœurs, elles sont sorores dans le sens elles sont sœurs. Euh, et en fait, ça démontre aussi que cette évolution, cette reprise de la vie des femmes, ça passe aussi par un monde où les femmes s'entraident. Quand les femmes sont réduites à un mode passif, leur plus grande force vient au moment où elles s'associent, où elles s'entraident. Et c'est ce qui se passe dans ce roman. Chacune des trois n'aurait pas réussi à s'extraire de cette violence, de cette prédominance du patriarcat, mais les trois en même temps, ça fonctionne. Et enfin, donc j'en parlais tout à l'heure, il y a l'acceptation de son corps, mais aussi de soi en tant que personne. Qu'est-ce que je suis en tant que femme? Il y a l'idée de l'image. Qu'est-ce que nous, comme femmes, on renvoie comme image? Euh, comment est-ce qu'on accepte, comment on vit avec ce corps qui a été maltraité? Est-ce qu'on arrive à passer le cap de ce champ de bataille que peut être notre corps? Et est-ce que celui-ci peut nous aider à nous émanciper? J'ai trouvé ça hyper intéressant. D'autant que j'ai trouvé que l'écriture de Sophie Demange était, comment dire, en même temps très incisive, elle y va fort, hein, ça claque, et en même temps poétique. Il y a un équilibre assez subtil entre les scènes de violence et les moments plus introspectifs. La narration est fluide, mais rythmée, on ne s'ennuie jamais. Le ton est direct, parfois un peu cru, mais bon. Mais chaque scène est importante parce qu'elle est le miroir de ses luttes. C'est une écriture sans fioriture. D'ailleurs, le roman est assez court.
qui aborde ces thématiques de façon poignante et réaliste. C'est un roman intelligent, c'est un roman habile, c'est un roman qui est progressiste en fait, qui donne une image des femmes hyper forte, hyper courageuse. Ça invite à réfléchir à nos propres choix de femmes, à nos motivations profondes, à ce qu'on veut faire, à comment on veut le faire. Et il y a quelque chose qui se développe dans ce roman que j'ai adoré en fait. Et bien sûr, puis il y a les révélations inattendues qui arrivent, alors inattendues ou attendues, mais on n'est pas là, c'est pas un livre à suspense, on n'est pas là pour ça. Mais tout ce que ça décrit, c'est génial. Alors je crois que c'est un livre qui a été assez bien reçu par la critique, et tant mieux. De ce que j'ai entendu sur Insta et tout ça, de ce que j'ai vu, tout le monde a beaucoup aimé, et j'en suis ravie. L'Iconoclaste, ils ont quand même le talent pour nous trouver des petites pépites, notamment souvent des romans écrits par des femmes, des romans assez forts. Et j'avoue que là, ils ont claqué fort parce que on pourrait croire que c'est un roman avec des femmes stéréotypées, un peu caricaturales, mais c'est à travers ce type de personnage que ça nous permet, nous aussi, de rebattre nos cartes, de revoir nos pensées. Et, et c'est ça qui est important dans le... Oh là là, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, qui est important dans le message global du roman. Voilà. Donc, en fait, c'est un roman... en plus, c'est un premier roman. C'est un premier roman qui est audacieux, qui a une petite vibe polar. Alors, légère, mais une petite vibe polar. Une grosse vibe engagement féministe. Et bah, ces trois femmes, à mon avis, vous n'êtes pas prêtes et prêts à les oublier parce qu'elles sont quand même sorores, résistantes et magnifiques. Et nous voilà partis pour le livre suivant, j'allais dire le roman suivant, mais ce n'est pas un roman, c'est une pièce de théâtre. Il s'agit de la pièce Les Figurants de Delphine de Vigan. Alors moi, je voulais lire le dernier Delphine de Vigan, mais c'était une pièce de théâtre. Alors voilà. On a sur place 5 personnages, Cécile, Orso, Bruno, Joyce et Nora, qui évoluent en marge des projecteurs, qui incarnent des figurants, des rôles secondaires invisibles dans l'univers du cinéma. Et c'est à travers leurs discussions, leurs aspirations, leurs échanges que se déroule la pièce et les dynamiques de pouvoir que ça entretient, les rêves inassouvis, des réalités un peu souvent ignorées ou un peu étranges, de tous ces êtres en fait qui font partie du cinéma mais qu'on ne voit jamais, que sont les figurants. Ce sont des gens qui passent inaperçus, qui ne récoltent jamais de laurier. Voilà. Donc, de quoi nous parle cette pièce? D'abord de l'invisibilité et de la quête de reconnaissance. Figurant, ça devient un métier quand on écoute les personnages. Et en même temps, c'est un métier qui n'existe pas, qui ne permet aucune reconnaissance, et pourtant c'est essentiel à la crédibilité du film. Donc il y a cette espèce d'alternance entre cette envie de participer au film et le fait d'être dans l'ombre. Donc Delphine de Vigan explore cette marginalisation de ces gens, ce désir de reconnaissance et la frustration des personnages. Il y a aussi les dynamiques de pouvoir sur le plateau. La pièce offre une critique des hiérarchies par rapport au pouvoir, notamment sur un tournage, qui décide, qui a le pouvoir. On a le personnage du super assistant. L'autrice dépeint ce super assistant avec ses contradictions, les absurdités parfois de la direction qui est donnée aux figurants. Ça reflète aussi les tensions que ça peut générer entre les gens, surtout entre les différents échelons, entre le réalisateur, l'acteur de second rôle, et puis le figurant. Et enfin, il y a la construction de l'identité à travers le rôle. Vous avez les personnages qui endossent divers rôles, qui questionnent leur propre identité à travers le personnage qu'ils incarnent et leur place dans la société. Alors, cette thématique, on la retrouve beaucoup dans le personnage de Joyce. Elle utilise beaucoup les réseaux sociaux, elle se forme une image idéalisée d'elle-même et elle illustre assez bien cette quête d'existence, cette volonté d'identité authentique alors même qu'elle la fabrique totalement, qu'elle vit dans un monde saturé d'apparence. Donc ce personnage était assez intéressant pour ça. Au niveau de l'écriture,
c'est un style très minimaliste, c'est du théâtre, donc ce ne sont que des dialogues, il n'y a quasiment pas de didascalie, c'est des dialogues incisifs, il y a quelques silences évocateurs, mais bon, voilà, on a l'essence de ce qui doit se dire dans la pièce, on a des personnages, on a leurs interactions. Après, je pense que ça joue beaucoup sur l'interprétation. Une pièce, c'est fait pour être montée, pas pour être lue. Voilà. Il y a un peu d'humour, il y a un peu de mélancolie. Ouais, il y a une alternance entre les moments légers et les moments de profondeur émotionnelle, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme personnage? On a Cécile. Alors, Cécile, c'est une femme bavarde. Alors, elle est expérimentée et ses récits offrent un aperçu des coulisses du métier de figurant. Il y a Orso. Alors, Orso, c'est le personnage mystérieux. Il est souvent plongé dans ses pensées. On l'imagine un peu comme ça. Il apporte une dimension vraiment introspective à la pièce. Ensuite, il y a Bruno, qui est le personnage extraverti. Il a toujours des propos un peu décalés. C'est lui qui ajoute les petites touches d'humour et de légèreté lorsqu'il y en a. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Donc il y a Joyce, qui est une jeune femme naïve et qui est vraiment celle qui est en reconnaissance en quête de reconnaissance justement, de notoriété et qui s'illustre à travers les réseaux sociaux. Et enfin, il y a Nora, qui est un personnage plus réservé. Je crois qu'elle a moins d'interaction avec les autres. Je ne sais plus très bien. Je crois que, enfin, c'est plus complexe, Nora. Elle a moins En tout cas, elle a fait apparaître la complexité des relations entre les personnages. Je dirais ça. Mais alors après, la pièce est courte. Elle se lit en 1 heure. Euh, Peut-être les personnages auraient pu être plus développés, qu'on comprenne un peu mieux les tenants, les aboutissants. Euh, les thématiques abordées auraient mérité d'être un peu plus développées. Je sais pas, je suis pas experte en théâtre. Après, peut-être que c'est la volonté de la pièce d'être concise pour être un petit peu ramassée, ce qui peut en faire une force d'aller directement à l'essentiel. Ça permet une immersion rapide dans le propos. Voilà. Après, moi, j'ai lu énormément de livres de Delphine de Vigan. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que certains de ses romans, j'ai adoré. Bon, là, pour moi, ça reste une œuvre vraiment mineure. Euh, je peux pas dire que j'ai passé un moment extraordinaire. Je peux même pas dire que je serais contente de la voir monter, cette pièce. Elle me fait pas plus envie que ça. Voilà. Donc ça a été de petites déceptions. Rien de grave. Delphine de Vigan reste dans mon cœur. Le seul truc, c'est que je la reçois très bientôt, là, et qu'il va falloir que je l'interviewe sur cette pièce de théâtre. Souhaitez-moi bon courage. Oh purée. Bon, est-ce que entre deux vidéos, je suis en train de manger une madeleine? Oui, c'est vrai. Alors, entre deux morceaux de vidéo, pour tout dire, parce que j'en fais 4, puisque je fais 4 livres sur cette vidéo et c'est fatigant. J'ai l'impression que les 2 morceaux que je viens de faire, j'ai parlé hyper vite. Je sais pas si je suis bien... Vous avez entendu la SMR cruc. C'est les madeleines maison Colibri. Je suis pas sponsorisée. Hein. Mais s'ils veulent me sponsoriser, je suis d'accord. Ils peuvent même ne pas me payer, juste m'envoyer des madeleines. Elles sont délicieuses. Pendant des années, moi je suis originaire de Limoges. Et à côté de Limoges, à Saint-Thirier, il y a les madeleines bijoux. Donc moi j'ai grandi avec les madeleines bijoux. Et pour moi, c'était les meilleures madeleines au monde. Et un jour, je l'ai goûté. Les madeleines Colibri. Ça, c'est la normale, avec la coque chocolat noir. Je sais même pas comment vous dire. Ah non, je déconnerai, c'est chocolat au lait. Il y a aussi noisettes. Elles sont très très bonnes. Et puis la meilleure, c'est la normale chocolat noir. Voilà. Après, j'aime pas les autres. J'aime pas quand ils font du fourrage framboise, je sais pas quoi, mais ça...
Honnêtement, moi, j'ai un coup de moins bon, j'ai le moral en vrac. C'est mauvais pour la ligne. C'est mauvais pour la santé. Je crois que je m'en fous. Je crois que je m'en fous. Ça, c'est mieux qu'un antidépresseur. C'est mieux que le Prozac, une madeleine et la vie repart. Bon, après cette petite pause goûter bien méritée, on va parler du nouveau livre de Philippe Besson qui s'appelle Vous parlez de mon fils. Et comment vous dire, ce livre est poignant, délicat, incroyable. Bon, c'est un livre qui explore avec beaucoup de finesse les thèmes de l'amour, du deuil, de la résilience. Donc, à travers son récit, Philippe Besson nous plonge dans les émotions profondes d'un père qui perd son fils et qui doit faire face à cette perte, donc à cette épreuve, tout en revenant en arrière sur la complexité de leur relation, des liens familiaux, etc. Ce livre a une prose. Alors, c'est l'écriture de Besson. Vous aimez pas. Si vous aimez, il y a toujours cette écriture élégante, sensible, qui parvient à toucher le lecteur et qui pose en l'occurrence des questions existentielles de la vie, qui sont la perte et l'acceptation de cette perte. Donc, on va suivre ce père qui, après la disparition tragique de son fils, se retrouve face à un vide immense. À travers les lettres et à travers des souvenirs, il cherche à reconstruire et à rendre hommage à cet enfant qu'il a connu à la fois dans sa fragilité et dans sa vitalité. Ce qui est étonnant et qui frappe immédiatement dans ce roman, c'est la grande, comment je vais dire, proximité émotionnelle que Besson décrit avec son personnage principal. Le lecteur se trouve rapidement immergé dans ses pensées, dans ses regrets, dans ses émotions, ce qui rend l'histoire extrêmement intime et donc forcément bouleversante. Parce que les pensées de cet homme viennent parasiter notre esprit et ça nous touche, ça touche en plein cœur, ça fonctionne. Philippe Besson, il arrive à capturer la douleur indicible du deuil. Le deuil, c'est une souffrance silencieuse. J'ai l'impression que c'est compliqué de parler du deuil, surtout quand ça accompagne la mort d'un enfant. Et lui, avec ce roman, il réussit à parler de ça avec une grande délicatesse, à travers ce qui est un drame, une tragédie. Il parvient à faire une réflexion sur la vie, la paternité, l'amour, tout ce qui en fait transcende la mort. Parce qu'au-delà de la mort, ce dont on veut se souvenir, c'est tout le reste et surtout l'amour. Alors il décrit super bien l'authenticité de la douleur du père, et la volonté de donner un sens à cette perte. Je trouve que c'est en grande partie ce qui fait la force de l'œuvre. C'est de mettre du sens là où parfois on a l'impression qu'il n'y en a pas. L'écriture est élégante et subtile, comme je disais tout à l'heure. Oui, une des forces du roman, c'est la prose de Besson, qui ajoute aussi à la beauté du récit et du propos, alors même que c'est un récit et un propos, que ce sont un récit et un propos extrêmement difficiles. L'écriture est fluide, ça se lit tout seul, c'est très court comme d'habitude chez Besson. Il y a des magnifiques passages où il décrit la beauté des moments partagés entre le père et le fils, et en même temps, il ne tombe jamais dans le pathos. Et c'est ça qui est, je trouve, très fort dans ce roman. Il y a énormément de subtilité, le texte est mesuré, je veux dire presque poétique. On a tendance à mettre poétique à toutes les sauces, moi la première. C'est pas que l'écriture soit poétique, mais ce qu'il arrive à faire de ce récit
il émane quelque chose d'un peu poétique. C'est une espèce d'émotion brute, mais avec une certaine retenue. Je ne sais pas comment décrire, mais c'est assez joli. C'est comme si chaque mot était pesé, sous-pesé, comme quand on écrit un poème où il faut qu'on rentre dans la cadence, où il faut qu'on pense à la rime. Là, on a l'impression que chaque phrase est construite, c'est ciselé, comme c'est très court, on a l'impression qu'il a pas envie de délayer. Et donc, du coup, il y a une alternance entre douceur et en même temps narration très percutante. Euh, une habile alternance entre souffrance et douceur, et puis cette relation, cette narration très en douceur, euh, vraiment aide le lecteur à se plonger dans cette histoire de deuil qui est quelque chose d'universel, même si vous ne l'avez pas connu. Je pense qu'on peut assez facilement se mettre dans la peau de ce père qui est profondément humain, de ce père qui est tellement bien dessiné, tellement bien amené, tellement bien structuré. Philippe Besson nous offre le portrait d'un homme sincère, humain, imparfait, et qui essaye, à travers sa douleur, de comprendre ce qu'était son fils, de comprendre la vie de son fils, de comprendre ses choix, ses épreuves. Vraiment, ce personnage qui est à la fois vulnérable et fort, je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants du roman, les plus puissants, les plus percutants. Ouais, je pense que le père, il se débat un petit peu avec l'idée qu'il n'a pas forcément tout compris de son fils et qu'il n'a peut-être pas su l'accompagner. Et il n'a pas su donner ce qu'il aurait voulu lui donner ou ce qu'il aurait dû lui donner, du moins, ça peut être aussi une forme de culpabilité. Mais à travers ce questionnement qui est nécessaire et qui est même sain, il prend conscience aussi de la beauté de leur relation. On n'est pas censé tout connaître de l'autre et on n'a pas à culpabiliser de ne pas tout savoir. Mais ce père-là se pose les bonnes questions, va vers les bons souvenirs et dans cette relation qu'ils ont eue, même totalement imparfaite, il y a quelque chose de beau et de touchant. Ce qui est beau dans ce roman, c'est que l'amour d'un parent pour son enfant ne se limite pas à un simple sentiment de protection. Euh, il va bien au-delà. Il va aussi dans cette volonté de compréhension, de compréhension de l'autre, de cet enfant qui n'est pas une extension de soi-même, mais bien une personne à part entière, et qu'il faut accepter avec ses erreurs, avec ses doutes. Euh, et c'est pas toujours évident quand on est parent. Et encore plus quand on perd son enfant et qu'on doit essayer de comprendre qu'on doit essayer de comprendre ce qui s'est passé, redéfinir la relation dans sa tête et réussir à garder l'autre en soi, à le faire vivre. Et ça, c'est compliqué. Ce combat intérieur de l'homme qui va d'une certaine façon se redéfinir à travers sa perte, à travers la perte d'un être aimé, c'est une grande profondeur et c'est une véritable réflexion sur ce que c'est que l'héritage. Qu'est-ce que nous laisse quelqu'un lorsqu'il s'en va? Pas des biens matériels, bien sûr, mais de l'héritage émotionnel, de l'héritage intellectuel, de l'héritage dans les souvenirs. Et ça, c'est ce que ce père vit à ce moment-là. Il prend conscience de tout ce qui va rester en lui, de tout cet héritage. Et maintenant, il va devoir se reconstruire et reconstruire l'histoire de son fils à travers tout ce qui l'entoure, y compris les objets personnels, voilà, les fragments de leur relation. Donc en fait, c'est un ouvrage qui se questionne sur les traces que l'on laisse derrière soi dans la vie des gens. Même après la mort, où on continue d'avoir une répercussion, pendant un temps du moins, sur les gens encore en vie, et ce pendant peut-être plusieurs générations. Il y a presque une dimension philosophique dans ce roman, alors pas extrêmement développée du fait de la, j'allais dire la courtesse, donc ce n'est visiblement pas le bon mot, de la, comment on dit quand c'est court? Comment on dit? Bref, de ce roman très court,
mais il arrive quand même à distiller un aspect un peu philosophique, une portée un peu plus large que ce deuil. Donc c'est un livre sur l'amour, c'est un livre sur la résilience, c'est pas juste un récit de deuil, c'est un hymne, à travers ce deuil, c'est aussi un hymne à la vie. Moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touchée. Et je dirais que s'il y avait un seul message à retenir de ce roman, c'est la possibilité de se reconstruire, même lorsque l'on pense avoir tout perdu. Et pour ce quatrième livre de la rentrée littéraire, je vais vous parler d'un polar, un vrai, un pur, un dur, le dernier polar de Johanna Gustafsson. Alors, l'histoire débute avec la découverte du corps d'un adolescent, oui, d'un adolescent, sur l'île de Lindingo, je ne sais pas comment ça se prononce, ça, tout près de Stockholm. Et donc cet enfant est vêtu d'une robe blanche, coiffée de bougies dans une sorte de couronne. Et ce jeune homme présente des similitudes frappantes avec une autre affaire non résolue qui date de 23 ans avant, où une jeune fille avait été pareil, trouvée morte, assassinée, dans des circonstances similaires avec la même tenue. Le commissaire Storm, assisté d'une policière française qui s'appelle Maya, elle est récemment installée sur l'île, non, en Suède, pas sur l'île, et elle mène l'enquête pour démêler les fils de cette énigme, aidée du commandant Storm. Alors, on va les voir en alternance, chacun résolvant un bout de l'enquête, et en même temps, ils vont avoir plein de passages en commun. Donc, la construction est vraiment chouette. Et à travers cette enquête, on va découvrir plein de secrets enfouis, bien sûr, et tout va revenir à la surface, et on va mettre en avant des vérités douloureuses. J'adore. Alors, de quoi on parle? D'abord, le poids du passé et des secrets. Est-ce que c'est très original? Non. Est-ce qu'on aime? Oui. Voilà, donc le roman explore comment des événements non résolus peuvent hanter des individus et des communautés pendant très longtemps, voire des décennies, et les personnages qui se retrouvent confrontés à ces vérités longtemps ignorées, et ben cette intrigue va les mettre en valeur, va mettre en valeur ses angoisses, ses doutes, toutes ces circonstances qu'on a mis dans le silence, sur lesquelles on a mis un mouchoir, et ben ont des répercussions sur la vie. Le personnage de Maya et d'autres protagonistes d'ailleurs, ils abordent tous à chacun la manière la douleur et le deuil. Maya a perdu sa fille, d'autres personnages ont perdu leurs enfants, leur parcours est marqué par ces tentatives de guérison, de passer outre, de réconciliation avec soi-même et avec les autres au demeurant, ce qui fait que ça offre une jolie réflexion sur la résilience humaine. Ça fait d'ailleurs écho au roman dont je vous ai parlé tout à l'heure, même si l'ambiance est dramétialement opposée puisqu'on est sur du polar. On aborde aussi les violences faites aux femmes, ça fait longtemps, et le consentement. Voilà, Johanna Gustafsson aborde de façon poignante la thématique du viol et du consentement. Elle met en lumière les souffrances des victimes, les tabous qui entourent ce type de sujet. Le roman invite à une réflexion sur la société, sur la justice et la nécessité de briser le silence autour des violences. Le style de Johanna Gustafsson, pour ceux qui l'ont lu savent, c'est fluide, en même temps c'est incisif, on alterne plusieurs types de narration, plusieurs points de vue, ce qui permet d'avoir l'intériorité des personnages. Cette alternance permet aussi de plonger profondément dans les pensées de chaque personnage, dans les émotions des différents protagonistes, renforçant l'immersion du lecteur au sein de cette communauté. Alors Johanna Gustafsson, elle est française, mais elle vit en Suède, et je trouve qu'elle arrive très bien à rendre l'atmosphère glaciale du pays, c'est magnifiquement bien rendu, il y a des descriptions qui capturent très bien la beauté austère de ce type de décor blanc, froid, et en même temps très beau, avec cette alternance très très bien décrite, et
je trouve que ça rappelle un peu les personnages qui peuvent être à la fois très beaux et en même temps très complexes, très froids. Alors il y a le personnage de Maya d'abord, qui est donc cette policière française installée en Suède, haha, comme l'autrice. C'est une femme complexe, donc elle est marquée par un passé douloureux puisqu'elle a perdu sa fille. Donc elle est à fleur de peau, elle a une sensibilité exacerbée, et du coup ça la rend très sensible aux choses, et donc elle a des très bonnes intuitions. C'est une super flic qui comprend très bien toutes les nuances des gens et qui va amener un regard très professionnel, mais aussi très sensitif à cette enquête. Alors il y a ensuite le commissaire Storm. Donc c'est un commissaire d'un certain âge, il est expérimenté, c'est un homme un peu taciturne, très méthodique, et je trouve que sa collaboration avec Maya, comme souvent dans ce type de roman, a une dynamique intéressante. Ça mêle la rigueur professionnelle de l'un et l'ouverture sensitive et moins professionnelle de l'autre, elle n'est pas flic sur ce territoire. Enfin, en personnage, on a aussi les victimes et leurs familles, bien sûr. J'ai été coupée, je sais plus ce que je disais. J'ai répondu à un message sur mon téléphone. Bref, donc vous avez les histoires de ces victimes. Et comme on en parle et qu'il y a les familles autour des victimes qui sont bien intégrées à l'histoire, ça rajoute une touche de profondeur émotionnelle qui fonctionne bien. Voilà. Après, s'il y avait des points négatifs, je dirais que la dynamique de ces deux personnages, le vieux flic, enfin vieux, un peu plus aguerri, nanana, avec cette jeune femme, etc., c'est assez classique. Euh, Peut-être on aurait pu un peu plus développer les personnages. Le roman n'est pas très long, on aurait pu rajouter quelques pages pour creuser un petit peu plus dans les personnages. On sent qu'elle a tout misé sur l'enquête et qu'elle a moins misé sur l'aspect psychologique. Après, les deux enquêteurs, on les aime bien quand même. Et puis, il y a une vraie histoire autour de leur duo. Donc, je vous en dis pas plus, mais vraiment, il y a un truc de très fort sur leur duo et sur son histoire à lui et son histoire à elle au demeurant. Donc, en gros, c'est un thriller nordique captivant qui allie suspense, psychologie, réflexion sociale. Il y a un peu de politique aussi. L'écriture est forte. Page Turner. Voilà, c'est une œuvre classique mais efficace, qui je trouve arrive à bien captiver le lecteur. Oh, mon Dieu, cette vidéo ne va ressembler à rien. Captiver le lecteur, voilà. Si vous aimez Johanna Gustafsson, si vous aimez les polars nordiques, si vous aimez ce type de dynamique avec une petite dimension humaine et sociale, bah, lisez-le parce que vous allez passer un très bon moment. Voilà, c'est fini. J'espère que c'était pas trop brouillon. J'ai l'impression que je parlais super vite et en même temps, je me suis un peu motivée à la faire en me disant, j'ai pas beaucoup de temps, faut que je pulse. Voilà. Bon, écoutez, c'est fait. J'espère que ça va aller. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On échange comme d'habitude. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et à la prochaine fois. Ciao!